parler de crise sociale, bien évidemment, mais je pense que la crise est plus profonde. France has plunged into a severe social crisis. In our country, there's a class struggle. A majority of society is getting poorer, while a minority is getting wealthier. Mr. Sarkozy hasn't done anything to bridge this gap. People's purchasing power has minimised sharply. I've heard from ordinary people who are neither revolutionaries nor theorists acknowledging that French society is on the brink of internal war. I believe that France was not keen to elect Sarkozy. The reason behind his success in the presidential election was his promise for all people to solve their problems. Regarding relations between the government and French citizens, I think we should wait and see what will happen in the future. Mr. Sarkozy managed to get the best out of economic and social crises in France in order to get a sympathy from both the right and the left. Of course, he had the ability to capture power firmly, but being in power and administrating the country are two different things. He succeeded in getting the full support of America and influential monetary organizations. Pour combien de temps, encore une fois, ça nous ne le savons pas. Jean-Michel Vernochet, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le petit-fils de Léon Vernochet, l'un des fondateurs du Parti communiste français. Tout à fait. Et aussi le petit-fils de Dr Paul Camus, le médecin des pauvres. Vous avez travaillé au Libéria, en Tunisie. En 1977, vous avez fondé l'association humanitaire Terre Future. De 1985 jusqu'à 1995, vous étiez chargé de mission au secrétariat général du gouvernement français. Vous étiez également enseignant à l'école supérieure de journalisme de Paris. Vous êtes aussi l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. Le wahhabisme est-il contre l'islam? Vous êtes un fin connaisseur de ce rapport tumultueux entre la communauté arabo-musulmane et la France. Est-il facile, à votre avis, aujourd'hui, d'être arabe ou musulman en France? Eh bien, écoutez, je pense que les jeunes hommes, les jeunes femmes d'origine arabe ou musulmane en général, n'ont pas de mal à s'intégrer, mais en même temps, ils ont, pour utiliser une expression française peu élégante, ils ont les fesses entre deux chaises. Au Maghreb, s'ils viennent du Maghreb, ils ne sont pas reconnus véritablement comme des ressortissants, qu'ils soient arabes ou berbères. Pas toujours, ils sont même plutôt, je crois qu'au Maroc, les Marocains résidant en France sont assez mal vus. Et puis en France, eh bien, ça reste on va dire, c'est une vieille expression de chez nous, des pièces rapportées ou des nouveaux Français. Ceci étant dit, contrairement à ce que l'on dit, les Français ne sont pas du tout xénophobes, ne sont pas du tout anti-islamiques, même s'ils se sentent différents de par leur culture, leurs racines, leur sensibilité, dit-on aujourd'hui, de l'islam proprement dit. Mais dès lors qu'un jeune immigré de la première, deuxième, enfin, ou de la deuxième ou de la troisième génération est travailleur, qu'il est exact, qu'il est loyal, qu'il se comporte en bon voisin, en bon citoyen, le problème n'existe pas. Il est admis. Maroc, Hassan II, quand il a dit « ils ne seront jamais intégrés », a-t-il raison? Il n'avait pas entièrement tort. Il n'avait pas entièrement tort parce que les racines sont quand même fortes. On retourne au bled chaque année, dans la mesure où on le peut. Le lien entre la France et le Maghreb est non seulement très puissant, mais très nécessaire, puisque la communauté musulmane expatriée abonde l'économie, à la fois, que serait l'économie de la Tunisie, de l'Algérie, malgré l'Algérie, ses richesses pétrolières et du Maroc, s'il n'y avait pas ces centaines de milliers, en fait ces millions de musulmans originaires du Maghreb. Et la machine d'intégration française n'est-elle pas en panne?
Je pense qu'il n'y a jamais eu de machine d'intégration. L'intégration se faisait spontanément, alors encore moins de l'assimilation. On a toujours parlé, il n'y a jamais eu de politique, au moins dans nos frontières, à l'intérieur de politique de l'immigration. Donc la politique arabe est un vieux souvenir qui date d'avant les transposés dans le droit français des éléments du droit américain. Notamment pour l'extraterritorialité des lois américaines. Ça a été l'affaire pétrole contre nourriture. Il fallait faire payer à la France, avant même 2003, il fallait faire payer sa politique arabe, qui a été bannie. On a conduit une véritable chasse aux sorcières au sein du Quai d'Orsay. Non, il n'y a jamais eu de politique d'intégration. Alors on pensait que l'école suffisait. Que l'école était là, c'était le grand élément intégrateur. Mais on a eu affaire, dès lors qu'on a fait le rapprochement familial, avec M. Chirac, sous Giscard d'Estaing, qui avait été remis en question, mais pendant 1 an seulement, par M. Raymond Barre, qu'on allait avoir des gens qui allaient s'assimiler spontanément. Non, ça ne se fait pas spontanément. Mais avant ces gens-là, il y avait les Portugais, les Espagnols, les Italiens qui ont intégré la société française. Alors, pourquoi pas je vais être brutal, parce que les Portugais, les Espagnols, les Polonais étaient des catholiques. Donc il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais le problème culturel dépasse celui de la religion. Il dépasse, c'est celui d'un rapport au monde. Les structures familiales, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, dans le monde musulman étaient quasiment intactes. La famille était quelque chose de très puissant, alors que ces structures familiales se sont délitées au fil des décennies dans nos pays européens. En fait, le fossé culturel existait avant et continue, j'imagine, à se creuser avec... il a une nature, on peut dire culturelle, mais une nature aussi idéologique. Jean-Michel Vernochet, vous ne pensez pas qu'il y a une montée d'islamophobie? Oui. Alors, ce n'est pas de l'islamophobie au sens propre du terme. Vous n'êtes pas d'accord avec ce terme-là? À votre avis, il est disproportionné, ce terme-là? Alors, le terme est disproportionné. Cette montée d'islamophobie est liée à votre question précédente, c'est-à-dire sur l'incapacité... D'abord, l'absence de politique d'assimilation, l'absence de politique d'intégration, et aujourd'hui, l'incapacité d'absorber des flux croissants, montants, de gens qui n'ont plus, aujourd'hui, envie de s'assimiler, et qui recréent spontanément des communautés, mais elles ne sont pas forcément musulmanes, elles peuvent être tunisiennes, marocaines, berbères, tout ce que l'on veut, ou tchétchènes, ou pashtunes, afghanes. C'est ça, il y a une entité des corps étrangers. Donc il y a une réaction qui est une sorte de réaction auto-immunitaire. Mais c'est pas... C'est ni véritablement c'est pas du racisme ou de l'anti-ethnicisme, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une réaction de dire il n'y a pas eu de gestion, on ne peut pas admettre des millions et des millions en disant simplement vous signez un papier, vous êtes français. C'est absurde. C'est absurde. Ceux qui ont voulu ça d'ailleurs sont des gens qui sont pétris. Donc vous êtes plutôt pour un modèle d'assimilation plutôt d'intégration. Oui, mais je suis pour un modèle évidemment. Mais il y en a qui s'assimilent toujours. Je vais à mon marché, tous les maraîchers sont d'origine maghrébine, sont des garçons charmants. L'assimilation existe, mais elle ne peut pas se faire massivement et avec les gens qui habitent sous les ponts du métro à Barbès. Ça ne se fait pas comme ça. On a des populations qui sont quand même tout à fait analphabètes et qui ne sont pas prêtes à s'assimiler et qui d'ailleurs ne le désirent pas. Puisqu'on leur a dit, ceux qui les ont fait venir et qui sont de véritables bandits, ce sont des criminels, leur a dit tout vous est acquis, vous arrivez, vous avez le droit au RSA, vous avez le droit à ceci, et également les petites Françaises, vous verrez, sont tout à fait accueillantes. On leur fait miroiter une quantité de choses, et puis quand ils arrivent ici, ils s'aperçoivent que la vie chez nous est dure. Moi, ça fait 30 ans que je le disais dans les pays que je visitais, dans lesquels je résidais au Proche-Orient, mais ne vous faites pas d'illusions. Il y a l'image que vous renvoie la télévision, le cinéma, que ça soit aussi bien pour l'Amérique, c'est tout à fait autre chose. Et là, il y a le fossé. À l'heure et à l'époque de l'immense communication, on n'a jamais été aussi peu informé des deux côtés de la Méditerranée.
Donc, Jean-Michel Vernochet, ces banlieues, qu'on dise parfois ces territoires perdus de la République, ils sont devenus l'enjeu majeur des puissances étrangères, malheureusement. De l'Amérique, à commencer Justement, par l'Amérique. Le Qatar, la Turquie, tous ces gens-là qui essaient, ils ont un agenda politique et idéologique dans ces banlieues. Et du coup, on trouve ces jeunes de banlieue entre le marteau de banditisme et de la délinquance et l'enclume de terrorisme. Il faut que je fasse très attention à ne pas être impolitiquement correct, mais la vérité n'est pas politiquement correcte. À une époque, l'Amérique avait une politique de young leaders. On allait recruter parmi les jeunes Français. Monsieur Dupont-Aignan a été un des young leaders, le souverainiste. Et puis, ils ont compris que les young leaders, il fallait aller les chercher parmi les figures montantes, potentiellement riches des banlieues. Donc c'est une politique américaine, voilà. Au départ, c'est une politique, mais je crois que le Qatar ou l'Arabie Saoudite a des politiques identiques, calquées, qui sont analogues. Et alors, on dit que ces salauds de Français qui dénoncent le grand remplacement, mais le grand remplacement, c'est une politique décidée et vue de l'étranger. On remplace les élites. Je rappellerai que monsieur Darmanin, lui, est petit-fils de harki. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Jean-Michel Vernochet, vous croyez au grand remplacement ? Je pense, mais je suis un personnage abominable. Le grand remplacement est déjà en partie effectué dans la haute administration. Remplacer qui par qui, Jean? Eh bien, par toutes sortes, par la diversité, on va dire, pour parler décemment, par la diversité, mais qui n'est pas forcément les musulmans. Oui, je comprends. Par la diversité, c'est aussi bien l'Afrique. Est-ce que vous considérez que l'Europe et la France, en particulier l'Europe en général, c'est un club judéo-chrétien? Non, alors, d'abord, je récuse le terme de judéo-chrétien. Nous sommes chrétiens et catholiques en France. Judéo, je ne sais pas très bien. Je dis, moi, que nous sommes helléno-chrétiens. Notre culture fondamentale, c'est la Grèce. Ensuite, via Rome, et via aussi les invasions barbares, les Francs, les Vikings. N'oubliez pas que la Normandie est une terre viking. Hein. Et que le Royaume-Uni est une terre viking où on parlait français au début de la conquête, après la bataille d'Hastings. Il faut remettre les choses à leur place. Donc nous avons toute une longue généalogie, mais M. Zemmour, qui a cette honnêteté, ou ce mérite aussi, nous explique bien que les frères aînés, en l'occurrence sur ce territoire, ce sont les catholiques et pas les juifs. Les juifs étaient des petites minorités qui se sont greffées, qui ne se sont d'ailleurs pas tellement assimilées, puisqu'elles restent, ils gardent fortement une très forte identité culturelle. Ils ne se sont pas fondus, mais qu'ils sont là, qui cohabitent harmonieusement dans nos pays, après avoir connu un certain nombre de vicissitudes. Il est vrai, n'oublions pas que le roi Saint-Louis, Louis IX, les avait expulsés. Son fils, Philippe le Bel, également. Ils ont été expulsés de nombreuses fois, mais ils sont revenus et ils sont là. Jean-Michel Vernochet, il y a un conflit identitaire en France? Ah, il y a un malaise identitaire. Bien sûr, fort, et qui est croissant. Mais la faute à qui? C'est pas la faute aux immigrés, c'est pas la faute aux musulmans, c'est la faute à ceux qui n'ont pas géré les politiques d'immigration de façon intelligente, sensée, cohérente. Jean-Michel Vernochet, est-ce que vous croyez à un islam de France? Il peut exister, il existait d'ailleurs. N'oubliez pas que la grande mosquée de Paris a été érigée pour remercier les combattants musulmans de la Grande Guerre. L'islam n'a jamais posé de problème en France. Il en pose un aujourd'hui parce que d'abord, j'oserais vous dire que l'islam n'est plus tellement l'islam. L'islam s'est perdu. L'islam est lui-même en grande partie déculturé. Mes derniers voyages de l'autre côté de la Méditerranée ont montré que l'islam s'est affadi, s'est affaibli. D'abord parce qu'il est contrebattu par toutes les cultures de la consommation qui sont importées d'outre-Atlantique, donc des Amériques. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'islam wahhabite
qui n'est pas un islam fondamentalisme, c'est un autre islam, c'est autre chose, a pris tant de place sous prétextant un retour aux sources, un retour à la lettre. Le christianisme a connu des mouvements identiques à travers son histoire, mais on voit bien que tout cela n'a pas de sens. Nos djihadistes, même s'ils arrêtent ce n'est pas une djellaba, leur robe à mi-mollet, s'ils n'ont pas de moustache mais un collier de barbe, utilisent des kalachnikovs qui n'étaient pas utilisés du temps du prophète. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais malheureusement, dans nos populations, non pas en déshérence, parce que les populations de soi-disant les banlieues sont pauvres. Ce n'est pas vrai. Il y a une économie parallèle qui fait qu'il y a une certaine opulence, mais qui sont perdus dans la délinquance. Et ça, c'est important. Ils veulent retrouver une identité. Et ils retrouvent une identité à travers... Il y a des modèles de réussite dans cette communauté. Ah ben beaucoup, mais beaucoup. D'ailleurs, il n'est pas forcément nécessaire d'être passé par le lycée, les universités pour réussir dans la vie. Hein. On peut être un très grand commerçant ou un grand chef mafieux sans être passé par l'université. Donc, lorsque ces jeunes gens en ont assez d'avoir une vie de patachon, parler poliment, entre la drogue, l'alcool, les filles, eh bien l'islam radical, l'islamisme, pas l'islam, même pas radical, l'islamisme leur offre une porte de sortie, une identité, une rédemption. Une rédemption, donc ils peuvent devenir une cinquième colonne d'une certaine idéologie. Ben, ils le sont déjà, en partie. Ah, mais au départ, avec la complicité, non seulement du Qatar, du gouvernement français, qui a laissé les imams du Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont les deux États wahhabites principaux, il y en a pas la Turquie qui arrive après. Mais ce sont les frères musulmans, qui est un sous-produit du wahhabisme. Les Iraniens aussi. Les Iraniens, ça c'est le chiisme, c'est encore autre chose. Et puis il y a schisme et chiisme. Donc on a laissé s'installer des prêcheurs, des imams qui prêchaient en arabe, donc nul ne pouvait contrôler ce qu'ils disent, et qui ont radicalisé la banlieue, qui ont prêché la pureté, la sainteté, le retour à la source, ce qui n'est pas le cas. Je vous recommande de lire mon livre « Les Égarés » sur le wahhabisme, que vous avez cité, et je vous en remercie. C'est un livre important qui montre bien qu'il y a une rupture. Le wahhabisme, c'est autre chose. C'est de l'islam politique, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Vu de l'extérieur, vu de l'étranger, Jean-Michel Vernochet, la France, ses idées universelles, la Révolution française, le droit de l'homme. Au début, c'était pas par hasard que je citais vos grands-parents. Camus, c'était le médecin des pauvres. Votre grand-père était le fondateur de partis communistes. Donc, cette France qui est au-delà de l'Hexagone, cette France qui est vraiment... Qui rayonne partout. Vous ne pensez pas qu'un discours identitaire de repli sur soi-même ne peut pas toucher cette image, ne peut pas éclabousser cette image de la France universelle? Alors, il ne s'agit pas de repli identitaire, mais il s'agit de revenir à ces valeurs véritablement universalistes de rayonnement. Et nous ne pouvons aider les autres si nous sommes nous-mêmes en proie au chaos. C'est bien clair, la France ne redit pas son devoir. D'ailleurs, aujourd'hui, à travers les mouvements que j'ose qualifier d'humanitariens, mais humanitaires, qui vont aider l'Afrique noire. Je ne parle pas de ceux qui vont chercher des immigrés dans leur village pour leur faire traverser la Méditerranée au risque de se noyer. Mais ceux qui vont aider véritablement l'Afrique sont les héritiers purs du christianisme et du catholicisme. Pensez aux Italiens, aux frères Gamboni. Enfin, l'Afrique est remplie de cimetières de religieux qui n'étaient pas là pour asservir les populations. Ça nous ramène à notre question. Que pensez-vous de la politique migratoire française en particulier et européenne d'une façon générale? Alors, il n'y a pas de politique migratoire. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. On ouvre simplement les portes. Mais je ne vois pas à quoi ça rime, parce que les gens qui viennent, il faut les nourrir, il faut leur donner du travail. En France, par exemple, on a déjà plus de 6 millions de sans-emploi,
de chômeurs, autrement dit. Mais quand il s'agit des médecins ou des cadres, la France accepte. Oui, mais c'est la vérité. Mais on en... Français, Tunisiens, Algériens qui sont alors, là. on en a, parmi les médecins, on en a beaucoup. Mais je me souviens d'avoir passé 10 ans de ma vie au ministère de la Santé. À l'époque, on avait des excédents démographiques, médicaux. On avait trop de médecins. Maintenant, expliquez-moi pourquoi on n'en a plus. Mais je reviens parce que c'est un point important sur tous ces immigrés auxquels on ouvre la porte. Eh bien, pour moi, alors qu'on dénonce, on n'a jamais autant dénoncé la traite triangulaire, le commerce triangulaire, l'esclavage, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Parce que ceux qui y arrivent, qui n'ont aucune formation, qui sont analphabètes, qui ne savent rien faire, on ne peut même pas leur donner un filet pour aller pêcher du poisson, il n'y a pas de poisson dans la Seine, pas suffisamment. On va en faire des serfs. On va en faire, c'est ceux qu'on va trouver dans l'arrière des restaurants à la plonge, qui feront les besognes les plus dures, les plus basses, celles dont ne veulent plus les Français, à juste titre, parce que de toute façon, ces gens-là sont mal payés, parfois sous-payés. Et les Français veulent un salaire décent. Donc, sous couvert d'ouverture des frontières et d'amour de l'humanité, on est en train de réinventer l'esclavage sous une nouvelle forme. D'accord. Donc, suite au conflit syrien, par exemple, il y avait l'histoire de réfugiés syriens. Est-ce que vous êtes satisfait de la politique française, grosso modo, sur la question de réfugiés syriens? Parce que quand on voit, par exemple, l'Allemagne, qui a accueilli plus que la France, donc les réfugiés syriens, est-ce que vous êtes la politique française? Alors, pardonnez-moi, mais là aussi, on entre dans des zones dangereuses, parce que ces réfugiés syriens ont été le produit par un conflit. Et par un conflit à laquelle, sans qu'on ne l'ait jamais dit, la France, le Royaume-Uni ont largement participé pour attiser, pour encourager les factions, et ça dure toujours aujourd'hui, les factions dissidentes en Syrie. Il s'agissait, vous le savez comme moi, à partir de 2011, de renverser les régimes. Ça a été fait en Tunisie, ça a été fait en Égypte, les fameux printemps arabes. Justement, en revenant sur le fameux printemps arabe, dans votre livre « Printemps et automne arabe », quelle est votre lecture pour ces mouvements dans le monde arabe? Ce sont des mouvements qui ont été largement voulus, encouragés, avec des techniques tout à fait remarquables par les pays occidentaux. Il s'agissait d'instaurer des régimes à l'apparence démocratique, mais qui s'insèrent beaucoup mieux dans le... Il fallait créer une grande économie régionale, hein, comme l'Europe est une grande économie régionale, comme en Afrique de l'Est, on crée aussi des ensembles qui seront plus gérés. Il s'agit de construire petit à petit le mondialisme, c'est-à-dire la gouvernance mondiale. Et pour ça, on a besoin de ces grands ensembles plus ou moins intégrés, plus ou moins homogènes. Or, vous savez comme moi, que ce soit la Syrie ou la Libye... personne n'a jamais réussi à unir les Arabes. Les Arabes, ce n'est pas une collection de pays, c'est une collection de tribus. De tribus. C'est comme ça. Ça ressemble un peu aux tribus gauloises d'il y a 2000 ans. Et donc, il s'agissait d'unifier tout cela pour intégrer cet ensemble dans le marché mondial, puis ouvrir le marché tout court. Il se trouve que toutes les utopies sont destinées à échouer et même sont très souvent meurtrières, et là elles ont été meurtrières, puisque ces printemps arabes qui étaient en quelque sorte des révolutions colorées, en quelque sorte, auxquelles la France, le Royaume-Uni, mais également l'Italie se sont prêtés. Et pas pour leur grandeur. Donc si nous avons des réfugiés, pour revenir à votre question, si nous avons des réfugiés, nous en sommes les premiers responsables, puisqu'on a encouragé les musulmans sunnites à se révolter contre un régime alawite. Oui. Alawite, qui était dirigeait une minorité alawite. Mais de même que M. Kadhafi était le guide de la révolution, mais le pays vivait à peu près en harmonie. Les jeunes mariés avaient un appartement, une voiture. Mais il y avait une dictature quand même. Il y avait un gouvernement fort. On utilise ce mot de dictature à tout bout de champ. Mais les droits de l'homme n'étaient pas respectés quand même en Libye. Oui, parce que vous croyez que les droits de l'homme sont respectés chez nous. C'est un mirage dans le désert, les droits de l'homme.
Bon, non, mais effectivement, il vaut mieux un état de droit. Mais il faut laisser aussi le temps, ce que disait M. Mitterrand, il faut laisser aussi aux États le temps de mûrir et d'avancer. Là, on veut faire la révolution, ces révolutions orange étaient des vraies révolutions, puisqu'on veut forcer le rythme, on veut forcer l'allure, on veut que les choses soient tout de suite. Ben, ça marche pas. Ça marche pas. L'Irak, M. Saddam Hussein, c'est peut-être un dictateur. On entrait, on sortait comme on voulait. Il y avait la paix. Une femme pouvait se promener la nuit dans les rues, elle ne risquait rien. C'est abominable de le dire. Et ça va à contresens du Niagara médiatique qui se déverse sur nos têtes. Les journalistes, c'est pas à moi de faire leur procès, bien entendu, puisque vous êtes un grand journaliste. C'est pas à moi, et je me garderai bien de faire leur procès. Mais il faudrait qu'ils s'immergent plus profondément dans les pays qu'ils sont censés... Et puis surtout, bon, on ne va pas leur dire qu'ils doivent faire ci ou ça. Ils ne le font pas, il faut le déplorer. Mais tout ça pour dire, et je conclus là-dessus, que s'il y a eu des réfugiés syriens, l'Europe et les pays dominants en Europe, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, qui est une grande économie, hein. On en parle moins que l'Allemagne, mais c'est une grande économie quand même si elle est en faillite, ont eu leur part de responsabilité, une grave part de responsabilité. Voilà, sachant que l'affaire syrienne est aussi une affaire confessionnelle, communautaire et confessionnelle, et c'est pas simplement une rébellion contre un régime. Jean-Michel Vernochet, après les attentats terroristes, malheureusement, ici en France et tout ça, je pense que les Français, ils ont attendu plus que ça de la communauté arabo-musulmane qui est là. Côté réaction, côté cette majorité silencieuse. Que pensez-vous de cette histoire? Alors, je puis le dire pour vos téléspectateurs, qu'il n'y a eu aucune réaction de rejet après les attentats à l'égard du voisin arabe, du voisin musulman en général. Aucune. Ça n'a pas eu d'incident distinct entre... Il y a eu quelques incidents, mais c'est pas vraiment... Mais c'est horriblement marginal. Oui, c'est marginal. Il y a toujours un caractériel quelconque. Mais grosso modo... Oui, grosso modo, il n'y a pas de réaction. Ceci étant dit... Mais parce que, qu'est-ce qu'il attend, un Français, de cette communauté pour s'exprimer? Alors oui, je comprends votre question, souhaitant que la communauté musulmane elle, prenne fait et cause pour les institutions de la République. Mais je reviendrai à mon propos du début, là aussi, la communauté musulmane a le derrière entre deux chaises. À la fois, il faut, pour les jeunes musulmans, il faut affirmer une identité musulmane forte. Et en même temps, il est vrai que le Coran vous dit bien que vous ne devez allégeance qu'à Dieu. Mais enfin, bon, il y a eu le ralifat pendant des siècles, le ralifat turc, ottoman, et il y a toujours eu un pouvoir temporel. Mais également, le Coran dit bien que si vous n'êtes pas en terre d'islam, d'Ar al-Islam, vous devez vous soumettre aux lois locales. On est musulman à la maison et on doit être citoyen français dehors. Alors, on peut ne pas être d'accord avec les lois françaises actuelles, et en tant que citoyen français de souche, je puis vous dire qu'il y a un certain nombre de lois que je trouve peut-être légales, mais en grande partie illégitimes. Vous faites bien le distinguo, oui, légalité, légitimité. Donc c'est vrai que la France aujourd'hui est devenue un peu schizophrène. Jean-Michel Vernochet, merci infiniment pour vos réponses. Et merci à vous. Je vous en prie. Et, voilà, bonjour à l'islam et bonjour au Maghreb que j'ai tant aimé.